Bienvenue à tous. Le Maroc intégrera-t-il de plein pied la CEDEAO? La question est sur toutes les lèvres, des politiques mais aussi des chefs d'entreprise. Dans un mois, le Maroc sera fixé. La Mauritanie, elle, vient d'avoir sa réponse. Ce ne sera pas de plein pied tout de suite. Nouakchott vient de signer avec la commission de la CEDEAO un accord d'association. Alors, va-t-on passer aussi par cette case? Comment le Maroc se prépare pour ce rendez-vous? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Faux décodeur ce matin, Aziz Saïdi, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes rédacteur en chef de La Tribune Afrique. Khalid Badou également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Acteur de la société civile, spécialiste en communication. En deuxième partie, nous verrons quelle politique africaine attendre d'Emmanuel Macron. Quelles sont les grandes orientations du nouveau président élu pour le continent? Peut-on s'attendre à une nouvelle politique? Et au Maghreb, est-il pro-marocain ou pro-algérien? En tout cas, première coquille. Contre toute attente, l'équipe de La République En Marche, qui a publié hier sa première liste de candidats, a investi la sénatrice centriste Leïla Haïchi pour la 9e circonscription des Français de l'étranger, autrement dit l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et Leïla Haïchi, française d'origine algérienne, qui a déjà soutenu par le passé le Front Polisario. Questions, réactions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques ou bien sur Twitter via le hashtag LDA pour les Décodeurs Atlantiques. Aziz Saïdi, c'est dans un mois ce rendez-vous, donc réunion officielle de la CEDEAO avec des responsables du Maroc et une volonté du Maroc d'intégrer de plein pied la CEDEAO. Est-ce que franchement, on va y arriver? C'est pas joué d'avance, mais c'est tout à fait possible. Le Maroc a reçu nombre de soutiens, notamment de la part de pays amis, de pays même frères, enfin notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ce sont des pays avec lesquels le Maroc entretient des relations historiques, mais aussi depuis 15 ans des relations économiques très très fortes. Je pense que le Maroc est un acteur économique majeur de la région, même s'il est au nord-ouest du continent, c'est quand même l'ouest. Donc géographiquement, ça se justifie. Je pense aussi que c'est une manière, c'est une volonté d'aller plus en avant dans la perspective d'intégration dans les institutions africaines. Après l'Union africaine, donc il semble tout à fait logique de lorgner sur la CEDEAO. Maintenant, pour des questions un peu plus statutaires, je pense que cela pose nombre de questions et il faudra attendre bien sûr la réunion du 4 juin au Libéria pour voir les fils de cet écheveau se démêler. Et alors 4 mois après le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, c'est vrai que la cadence s'accélère pour le Maroc au sein de l'Union africaine déjà, puisqu'hier le Conseil de gouvernement a adopté le protocole relatif à la création de Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Autrement dit, le Maroc va pouvoir siéger dans ce Conseil qui, on le rappelle, il y a quelques semaines, l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui sont assez largement représentés au sein de ce Conseil, avaient demandé à ce que ce Conseil se positionne sur la question du Sahara. Nasser Bourita a été reçu par nos confrères de RFI en début de mois, c'était le 2 mai dernier. Khalid Badou, il s'est dit confiant sur l'intégration du Maroc à la CEDEAO. C'est vrai que c'est lui qui est aux commandes. Il a fait de nombreuses tournées pour que ça soit favorable pour le Maroc. Effectivement, si l'enjeu pour l'intégration de l'Union africaine était plus politique, l'enjeu pour l'intégration de la CEDEAO est plus économique. Et bien sûr, ça fait partie de toutes ces stratégies marocaines de contourner la chaise vide et l'absence du Maroc dans les différentes organisations africaines. Donc politique, et on l'a fait avec l'intégration de l'UA, et maintenant économique avec la CEDEAO. Est-ce que les chances du Maroc sont à 100% garanties pour l'intégration? La réponse est non, parce que il faut pas écouter que les déclarations des chefs d'État avec qui nous entretenons des relations très positives, mais il faudra aussi écouter les acteurs économiques. Et les acteurs économiques dans plusieurs pays de la CEDEAO, je dirais, prennent avec une appréhension l'intégration du Maroc, parce que c'est justement, ils auront un concurrent de taille qui va rentrer notamment dans la commercialisation des produits agricoles, notamment dans un certain nombre d'industries dont le Maroc a réussi à développer des plateformes importantes. Donc cette arrivée du Maroc au sein de la CEDEAO n'est pas vraiment accueillie à bras ouverts, notamment par les opérateurs économiques. Maintenant, c'est charge à notre diplomatie de pouvoir démontrer ses capacités à créer, comme on l'a toujours fait, à créer un environnement propice, là où justement les acteurs locaux voient que cette collaboration, cette intégration du Maroc à la CEDEAO sera un win-win pour
tout le monde, ce ne sera pas que en faveur du Maroc. Bon, en tout cas, El Watan, il y a quelques jours, titré dans un article, analyse sur cette future intégration du Maroc à la CEDEAO, cette future probable intégration du Maroc à la CEDEAO. Eh bien, le Maroc dans la CEDEAO, c'est un séisme. L'Algérie menacée d'isolement. L'Algérie joue un rôle crucial en ce moment pour tenter de barrer la route, entre guillemets, à une adhésion de plein pied du Maroc à la CEDEAO, Aziz Saïdi? Je ne pense pas qu'elle soit légitime pour le faire. Enfin, quelle est la légitimité pour le faire? Maintenant, elle peut bien sûr essayer de faire pression sur certains de ses relais dans la région. Mais enfin, je pense que que ce soit le titre ou l'article en lui-même d'El Watan, il est assez lucide, parce que in fine, l'Algérie qui voulait cantonner le Maroc en fermant la frontière se retrouve avec un pays voisin qui va chercher des opportunités ailleurs et qui va in fine sortir de l'ornière dans laquelle elle voulait l'enfermer. Et se retrouve piégé quelque part entre, d'un côté, la Tunisie aussi, qui donne sur la CEDEAO, et d'autres espaces économiques d'Afrique. Je pense qu'il est essentiel quand même de dire que in fine c'est la défaillance de l'UMA qui fait que maintenant le Maroc va chercher la CEDEAO, que la Tunisie en fait pareil, que la Mauritanie le fait aussi. C'est parce que justement l'UMA est au point mort depuis un certain nombre d'années. N'importe quel pays au monde, n'importe quelle économie au monde a besoin de cette intégration sous-régionale pour pouvoir toucher des marchés un peu plus larges et justement dans une sorte de complémentarité. Le Maroc aurait pu le faire naturellement dans la région du Maghreb, ce qui est impossible, ce qui n'est pas possible et qui on ne voit pas en fait de lumière au bout du tunnel. Donc forcément, on va chercher des solutions ailleurs, et c'est des solutions somme toute assez logiques, puisque en fait elles épousent la trajectoire du Maroc depuis plus d'une décennie. Oui, sa politique africaine lancée par le roi Mohamed VI. Khalid Badou, je le disais en introduction, Nouakchott donc vient de signer un accord d'association avec la CEDEAO. Ça préfigure donc une adhésion de plein pied peut-être dans les prochains mois, voire les prochaines années. C'est aussi ce qui peut se passer pour le Maroc. C'est le plan B. Vous savez, la Mauritanie faisait partie de la CEDEAO dans sa création il y a quelques années, et puis elle a choisi de se retirer pour des raisons plutôt politiques que économiques, et donc aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de le regretter. Il faut aussi noter que une bonne partie des échanges économiques entre les pays de la CEDEAO se font par voie terrestre, et donc c'est un avantage pour le Maroc le fait que la Mauritanie ait un statut parenthèse, statut avancé avec la CEDEAO, malgré qu'il ne soit pas membre de manière formelle, va faciliter les choses au Maroc, notamment à travers pour accélérer les échanges à travers les voies terrestres, et d'où l'enjeu qu'on a vécu ces derniers mois pour le Gargarat, le fait d'avoir une voie terrestre liant, en fait praticable surtout, liant le sud du Maroc vers la Mauritanie, était un enjeu quand même important, au-delà des enjeux liés avec la présence du Polisario, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, la Mauritanie est un avantage. Le fait que la Mauritanie ait ce statut avancé est un avantage pour le Maroc. Je pense que l'enjeu pour le Maroc et la manière avec laquelle les négociations ont été jouées, notamment au niveau de l'UA, mais aussi toute l'offensive qui est en train d'être faite, et le fait que, je dirais, les relations du Maroc avec les pays de la CEDEAO sont beaucoup plus avantageuses qu'avec les autres pays de l'UA, notamment de l'Afrique anglophone, va permettre que l'intégration du Maroc soit faite de manière plus facile, je dirais, mais surtout si les acteurs économiques des pays de la CEDEAO appuient ou réconfortent cette décision. Je pense qu'encore une fois, il faudra que le Maroc démontre que c'est une intégration qui sera gagnant pour les deux parties. Aziz Saïdi, on a une date pour l'instant de ce sommet de la CEDEAO pour le mois prochain? Le 4 juin. Le 4 juin précisément. Est-ce qu'on sait pour l'instant qui peut y aller du côté du Maroc? Est-ce que ça va être le roi Mohamed VI? Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle, mais est-ce qu'il peut se déplacer, ou est-ce qu'il va envoyer le chef du gouvernement, ou alors Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères? On peut pas trop s'avancer, mais en tout cas, ça dépendra aussi des échos qu'on a, je pense, positif ou négatif, avant la réunion. Maintenant, je voulais juste rebondir sur la question de la Mauritanie, et parce que c'est symptomatique du fonctionnement même de la CEDEAO. Si la Mauritanie s'est retirée, c'est parce que la CEDEAO a un droit d'immixtion dans la politique intérieure, dans le sens où, contrairement à l'Union africaine, la CEDEAO a montré ces dernières années que quand les règles démocratiques
démocratiques ne sont pas respectés, les chefs d'État de la CEDEAO prenaient les choses en main et faisaient pression pour que, on l'a vu d'ailleurs dans la crise gambienne tout récemment, c'est pas l'UA qui a dénoué la crise, c'est plutôt la CEDEAO. Donc et on a vu un engagement clair. Alors de ce point de vue-là, c'est normal que la Mauritanie est sortie justement pour des raisons purement politiques, mais il y avait des demandes mais vraiment insistantes de la part du Gotha économique pour dire que c'est naturellement la région avec laquelle on échange le plus. Je parle d'échanges commerciaux. Donc il est complètement il est illogique que l'on ne soit pas dans une relation de confiance et de relations commerciales actées et économiques actées. Alors justement, là, le fait de signer cet accord de coopération, c'est quelque part prendre le bâton par le milieu en ayant ce statut économique tout en n'ayant pas le pendant politique. Oui. Beaucoup disent que ça serait peut-être le cadre idoine pour le Maroc et notamment en Afrique de l'Ouest, mais justement il faudrait repenser la CEDEAO en tant que bloc et savoir que même pour notre adhésion à l'Union africaine, le bloc ouest-africain a été notre principal soutien. Donc ça c'est très important. Et les relais du camp d'en face, c'est-à-dire en Algérie, c'était plutôt l'Afrique du Sud ou des pays de la Corne de l'Afrique. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, le Maroc intégrera-t-il de plein pied la CEDEAO? C'est notre premier sujet. Toujours avec Khalid Badou, rebonjour. Rebonjour. Vous êtes acteur de la société civile, spécialiste en communication. Aziz Saïdi également avec nous, rédacteur en chef de La Tribune Afrique, rebonjour. On le disait tout à l'heure, la réponse ne peut pas être sûre à 100%. On verra bien en tout cas deux possibilités. Soit un oui de plein pied, le Maroc va réintégrer la CEDEAO, la CEDEAO. Et puis un plan B, sinon qui sera donc un accord d'association, un accord de libre-échange conclu avec bien sûr la CEDEAO. Khalid Badou, il y a beaucoup d'opportunités économiques pour le Maroc dans cette CEDEAO. Beaucoup d'opportunités économiques, 320 millions d'habitants, des pays en pleine croissance et notamment en plein besoin d'un certain nombre que ce soit d'infrastructures, que ce soit de produits agricoles, que ce soit de produits de développement de l'agriculture locale. Donc beaucoup d'opportunités dans ces pays-là et donc je pense que pour le Maroc ça va être aussi un nouveau marché pour écouler un certain nombre de ces productions agricoles qui pour le moment sont destinées soit vers l'Europe, soit vers les États-Unis, soit vers la Russie, avec toutes les contraintes que nous connaissons, avec tout le bras de fer qui se joue de temps en temps quand il s'agit de l'affaire de l'intégrité territoriale, qui sont toujours utilisées comme carte de négociation, je dirais, vis-à-vis du Maroc. Donc je pense que ça va être une nouvelle ouverture, cette fois-ci vers le sud, pour les productions agricoles marocaines, non seulement les produits agricoles, mais aussi les produits agroalimentaires, c'est-à-dire qui subissent une transformation pour les produits pharmaceutiques, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour le Maroc, beaucoup d'opportunités pour les entreprises marocaines. Nous avons déjà un pied ou un réseau qui s'est implémenté, que ce soit au niveau des banques, des assurances et de certaines entreprises marocaines. Donc ça ne peut être qu'un avantage pour la compétitivité du Maroc. Et on voit en ce moment, Aziz Saïdi, dans les forums, les conférences, la question de l'Afrique est souvent abordée avec un sourire plutôt, bon, tout de même des signes d'inquiétude, mais beaucoup de sourire principalement de la part des chefs d'entreprise sur cette intégration du Maroc à la CEDEAO, parce qu'il va y avoir des avantages, notamment des tarifs douaniers qui vont être pouvoir revus à la baisse et donc des opportunités colossales. Est-ce qu'on va pouvoir ressentir peut-être les premiers effets de cette intégration dans les 18 prochains mois ? C'est possible. Enfin, tout dépend encore une fois de la réponse qu'on aura le mois prochain, et puis tout dépend aussi du contenu de l'accord qu'il y aura et de l'adhésion éventuelle. Alors, vous avez parlé de tarifs douaniers. Je pense que c'est un élément très très important parce que beaucoup d'opérateurs marocains touchent déjà cette région, sont déjà présents soit à travers des échanges, enfin des exportations, soit in situ à travers des
des unités de production installées localement. Alors justement, pour les deux cas, je pense que la baisse des tarifs douaniers avec cette région est un élément très important de compétitivité. D'abord parce que ça permet de faire arriver de la marchandise à un moindre prix, donc beaucoup plus compétitive sur cette zone, mais aussi pour les unités installées qui ont besoin de nombre d'intrants. Or, s'il n'y a pas cette baisse douanière ou cette harmonisation douanière, je pense que le prix est assez cher. Maintenant, le tissu économique marocain est très installé, ça commence à devenir très installé dans la région. Khalid a parlé notamment des banques. Il y a beaucoup d'opérateurs, notamment du secteur des services, et c'est quelque chose qui peut servir de socle pour bâtir une vraie coopération économique très très efficace. Justement, je pense que le fait de rassurer les opérateurs économiques de la région est important, de leur porter le message que le Maroc vient dans une stratégie de win-win, qu'il n'est pas là pour dominer la région, mais plutôt pour apporter toute sa valeur. Accompagner le développement. Accompagner le développement. Il ne faut pas oublier que si le Maroc intègre la CEDEAO d'un point de vue économique, la région deviendrait, aurait son poids même à l'international. On parle de 20e puissance économique mondiale, ce qui n'est pas rien. Je pense que pour le Maroc aussi, il y a beaucoup de choses à gagner, au-delà même des opérateurs et de la baisse des tarifs douaniers. Il y a aussi le fait que l'Europe est en stagnation économique. Les chiffres de croissance ne dépassent guère les 0,1%. Ouais, ça commence à aller un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est pas encore une croissance flamboyante. 1,5% pratiquement, 1,7%. Voilà. Ça dépend selon les régions. Alors que dans la région, justement de l'Afrique de l'Ouest, la croissance est beaucoup plus importante. On me dirait que c'est pas en chiffres absolus, puisqu'on va pas comparer l'Europe et l'Afrique de l'Ouest en termes de poids économique, mais n'empêche que justement il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de débouchés, beaucoup plus d'opportunités d'affaires justement à mener, et je pense que ça serait une bonne chose dans les deux sens. Il y a une question qui reste encore en point de suspension, c'est cet accord sur un passeport de la CEDEAO avec une libre circulation donc des biens commerciaux, mais aussi des personnes. Là, il va y avoir peut-être aussi des négociations qui vont être discutées, qui vont être faites dans les prochains mois avec le Maroc et les pays membres de la CEDEAO. Khalid Badou. C'est clair, il y a le passeport unique, il y a aussi la monnaie unique, parce qu'il ne faut pas oublier que je pense que tous les pays de la CEDEAO aujourd'hui adoptent le franc CFA, qui est une monnaie locale qui est utilisée, qui est convertible aussi entre les différents pays, mais ça c'est un enjeu, je pense, moyen à long terme, parce que je pense que si l'intégration du Maroc se fait aujourd'hui, elle va éliminer un peu tous les éléments de blocage ou qui sont susceptibles d'être des éléments de blocage, asseoir l'intégration dans sa réalité bilatérale ou multilatérale surtout, à travers les différentes conventions qui peuvent être signées, qui ont été signées et qui peuvent être signées. Je pense qu'aujourd'hui, si l'élément économique est mis beaucoup plus en avant que celui qui est politique, que celui qui est lié à des contraintes, je dirais opérationnelles, ça donnera plus d'avantages pour toutes les parties d'ailleurs pour pouvoir réussir cette intégration du Maroc. Maintenant, je pense que le premier challenge, c'est de pouvoir réussir l'intégration, c'est d'avoir l'aval des chefs d'État le 4 juin prochain. Et puis après, je pense que les discussions vont se faire de manière plus approfondie. C'est une nouvelle bataille dans laquelle le Maroc s'est engagé et qui a intérêt à gagner. Aziz Saïdi. Juste sur la question de la monnaie et du franc CFA, qui est adopté par la plupart des pays, il faut prendre l'exemple de la première économie de la CEDEAO, qui est le Nigeria, qui a sa propre monnaie, qui est le Naira. Donc c'est pas une obligation en soi, d'autant plus qu'il y a un vrai débat sur le franc CFA qui est corrélé à un héritage, on va dire, historique. Certains ouvrent le débat avec Emmanuel Macron, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Mais il y a aussi des contraintes liées à la Banque de France, puisque les banques centrales africaines doivent déposer 50% de leurs avoirs dans la Banque de France. Donc voilà, donc il y a des choses qui font que je pense qu'il est exclu que le Maroc adopte la monnaie, le franc CFA. Par rapport à la circulation des personnes, je pense que là encore c'est un point d'achoppement qui est très très important, parce que j'imagine mal qu'on va
ouvrir les vannes complètement. Par contre, il est clair, et ça c'est l'orientation, elle est actée depuis un certain nombre d'années. Il y aura une facilitation de la circulation des personnes, notamment des hommes d'affaires, notamment des acteurs de la société civile et des politiques. Allez, dans un instant, on va parler d'Emmanuel Macron. Quelle politique africaine attendre du futur président français qui sera officiellement investi ce dimanche? On en parle, mais juste avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Khalid Badou, un coup de gueule, un coup de cœur ce vendredi? Ce vendredi, pour bien terminer la semaine, un coup de cœur, c'est par rapport justement à la décision de la région de Casablanca pour la création d'une nouvelle identité territoriale, une marque pour la région de Casablanca. Mais c'est pas l'idée qui est intéressante, mais surtout l'approche qui est intéressante, et qu'aujourd'hui nous avons vu que l'approche est collaborative et participative, qui engage les citoyens, qui ne va pas coûter beaucoup d'argent pour la région, et surtout qui va faire que la nouvelle identité visuelle de la région soit une émanation des contributions des jeunes, des moins jeunes, des agences, des publicitaires de la région de Casablanca. C'était une réclamation sur les réseaux sociaux, on le rappelle. C'était une réclamation justement, notamment après la débâcle de Oui Casablanca et toute la tollée que ça a créé, que ça a généré, que ce soit sur les réseaux sociaux. Réalisé par un cabinet français. Au-delà du fait que ça soit réalisé par un cabinet français, mais surtout l'approche qui n'est pas du bottom-up, c'est-à-dire c'était une approche qui était un peu décidée entre un certain nombre d'opérateurs. Ce que je trouve intéressant, c'est que les personnes, les représentants de la région qui défendaient l'approche qui a été adoptée pour Oui Casablanca sont ceux aujourd'hui qui ont été à l'écoute, qui ont adopté une approche beaucoup plus participative, et c'est tant mieux pour la région. On espère et je suis convaincu en fait que la créativité des Casablancais et des Casablancaises, ou des Stati, ou des citoyens de toute la région de Casablanca fera à ce qu'on aurait une identité qui peut être appropriée par tout le monde. C'est des coups de gueule, coup de cœur vous aujourd'hui? Je vais être gentil, je vais faire la transition. Coup de gueule pour l'investiture de Leïla Aïchi par le mouvement En Marche. Ouais. Je pense que si ça venait à se confirmer, c'est quand même une mauvaise nouvelle. La sénatrice du MoDem a tout de même eu des antécédents par rapport à notre cause nationale, et je pense que c'est un très mauvais signal, surtout après ce qu'on disait même ici la dernière fois sur l'équilibre que peut adopter Macron entre la politique française vis-à-vis du Maroc et vis-à-vis de l'Algérie. Je pense que là c'est un très très mauvais signal s'il venait à se confirmer. 9h48 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs atlantiques. Quelle politique africaine attendre d'Emmanuel Macron? Est-il pro-marocain, pro-algérien? Et vous avez ouvert le bal, Aziz Seydi, en quelque sorte, avec donc cette première coquille. Contre toute attente, l'équipe La République En Marche qui investit pour les législatives de la 9e circonscription des Français de l'étranger, autrement dit Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. Eh bien, Leïla Aïchi, sénatrice du MoDem, exit Mjid El Guerrab, qui était au Parti Socialiste, qui a rejoint l'équipe d'Emmanuel Macron il y a maintenant un peu plus d'un an, et qui avait donc soutenu des thèses du Polisario, qui avait notamment affiché dans un communiqué en 2013 qu'elle regrettait une position systématique de la France alignée sur le Maroc en ce qui concerne le dossier du Sahara. C'est inquiétant, ça veut dire que ça y est déjà, Emmanuel Macron est parti du côté Algérie. Khalid Badou, c'est un raccourci. Non, je pense que c'est trop exagéré pour dire que le fait de présenter une candidate pour les élections de l'Afrique du Nord est un signe d'un ralliement vers l'Algérie. Je pense que une éventuelle députée, c'est qui n'est pas encore confirmé. Le mouvement En Marche est en tête pour l'instant dans les sondages, 29%. 29%, effectivement. Non, je pense que l'approche qu'a adoptée Emmanuel Macron jusqu'à aujourd'hui, au-delà de ses relations avec l'Afrique ou avec les pays du Maghreb, est une approche très pragmatique. On l'a vu d'ailleurs quand il était en visite en Algérie, il a fait un pas que aucun ancien président français, ni candidat d'ailleurs, n'a pu faire, qui était de dire que les crimes qui ont été commis contre les populations algériennes, c'était lors de la colonisation, étaient des crimes contre l'humanité, effectivement. Donc c'est une approche qui est pragmatique, qui dépasse un peu le langage populiste ou qui caresse un peu dans le sens du poil qu'on a eu l'habitude d'avoir. Aujourd'hui, par rapport à la présentation de cette candidate, il faut voir aussi le processus
processus, je pense qu'elle n'a pas été retenue que par le fait qu'elle a des positions anti-marocaines. Je pense qu'elle a d'autres qualités, cette dame, que je ne connais pas personnellement, qu'on a découvert aujourd'hui d'ailleurs dans les réseaux sociaux une fois que sa candidature a été présentée. Je pense que l'approche de Emmanuel Macron avec vis-à-vis du Maroc ne va pas sortir du cadre qui a été défini, pas qui a été défini, mais qui a toujours été entretenu dans les relations entre la France et le Maroc, un pays ami, un pays avec qui que la France considère comme un allié principal, qu'elle défend au niveau du Conseil de sécurité, notamment quand il s'agit de discussion de l'affaire du Sahara. Je pense que le fait de présenter une députée, après il faudra voir ses autres compétences, mais je ne pense pas que c'est un signal négatif vis-à-vis du Maroc. En tout cas, on a eu un premier appel téléphonique, un entretien téléphonique entre le roi Mohamed VI et Emmanuel Macron. C'est un des premiers chefs d'État français avec lequel Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone. Peut-être aussi la première visite à attendre de la part du roi Mohamed VI à l'Élysée une fois Emmanuel Macron investi. C'était le cas pour François Hollande. Juste pour nuancer sur Leila Haïchi, il faut dire que c'est une candidate du MoDem et qu'il y a un accord même si Emmanuel Macron n'aime pas les appareils, là c'est un accord d'appareils, c'était une circonscription qui a été donnée au MoDem, donc c'est le MoDem qui a présenté cette dame, donc pour nuancer un peu le propos que j'ai tenu sur le coup de gueule, mais au-delà de ça, on attendait, après la visite justement d'Emmanuel Macron en Algérie, après ses propos, après le fait que il y a eu des propos même dithyrambiques des autorités algériennes à l'égard d'Emmanuel Macron, et on s'attendait à ce qu'il y ait une visite aussi au Maroc. Finalement, elle n'a pas eu lieu, et les gens commençaient à demander un peu des signes pour assurer sur le futur des relations franco-marocaines. Je pense que les signes ont été donnés dans nombre d'interviews. Emmanuel Macron lui-même a promis une visite très rapide. Je pense rien n'est figé, mais en tout cas, on parle d'une première visite pour les troupes françaises en Afrique, dans le Sahel notamment, une visite qui est plutôt traditionnelle en Allemagne, et puis peut-être que dans la foulée, une visite au Maroc. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça serait un bon signe. Ça serait un très bon signe, et c'est quelque chose qui est très attendu, notamment pour faire un peu l'équilibre. Alors au-delà de ça, je pense que ce qui est d'important à retenir dans ce qu'on peut imaginer ou supputer de la politique africaine et maghrébine d'Emmanuel Macron, c'est le fait que ce candidat ne vienne pas des partis traditionnels. C'est le fait qu'il ait lui-même annoncé son intention de rompre avec des connivences d'un ancien temps, c'est-à-dire, sans le citer, de rompre avec la fameuse France-Afrique. Vous y croyez, en tout cas, une certaine rupture, en tout cas un début de rupture. En tout cas, je pense qu'une certaine rupture est inéluctable du moment que le personnel politique qui l'entoure va changer. Donc, va être renouvelé. Une nouvelle génération. Exactement. Donc, cette nouvelle génération n'a pas connu la colonisation, n'a pas connu les relations qu'il y avait avant. Donc, je pense qu'elle travaille avec un nouveau logiciel il y a aussi un autre élément qui est important, c'est celui de l'innovation et des technologies de l'information. Emmanuel Macron, pendant sa campagne, en a beaucoup parlé. C'était l'un des piliers de son programme. Je pense que l'Afrique, justement, a un vrai potentiel en la matière. On l'a vu, que ce soit dans des domaines aussi précis que le mobile banking ou sur le fameux leapfrog africain, le saut de grenouille qui permettrait à l'Afrique de passer directement des innovations des dernières générations. Il y a un vrai dynamisme dans ce sens, et il y a des ponts qui sont prêts à être jetés. Je pense que ça épouse aussi le logiciel, le nouveau changement de paradigme qui s'opère au sein même du MEDEF, qui maintenant est porté en Afrique par des nouvelles têtes, par des gens qui sont plus jeunes, plus dynamiques, qui ont des relations, qui veulent installer des relations d'une nouvelle nature. Et de ce point de vue-là, on peut augurer qu'il y aura peut-être des bonnes choses. Alors, il y a deux hommes politiques importants qui pourraient peut-être entrer dans le gouvernement, le premier gouvernement sous Emmanuel Macron, c'est Jean-Louis Borloo et Dominique de Villepin, deux hommes qui connaissent bien les rouages de la diplomatie. Jean-Louis Borloo qui a axé notamment ces dernières années sa vie sur l'Afrique, l'électrification de l'Afrique. C'est un bon signal pour le continent. Khalil Badou. Je pense que dans les promesses ou le programme électoral d'Emmanuel Macron, il était bien conseillé du point de vue des relations avec l'Afrique. On le remarque dans l'article 6, si je me souviens bien, qu'il décortique sa stratégie vis-à-vis de l'Afrique. On parle
parle toujours d'une co-création, d'un co-développement, d'une construction ensemble entre la France et les pays d'Afrique. Là, on est dans la continuité un petit peu, François Hollande, la colocalisation pratiquement. On parle de la colocalisation, mais pas dans le sens dominé par les petits groupuscules affairistes qui ont toujours maintenu les relations économiques, en fait, et les connivences entre la France et les différents pays d'Afrique. Je pense que l'approche va être différente. La capitalisation sur les jeunes est vraiment mise en valeur. La valorisation des startups, des petites entreprises est mise en valeur. Et je pense que ces éléments-là vont permettre d'avoir une stratégie une relation France-Maroc beaucoup plus poussée, France-Afrique, beaucoup plus poussée, beaucoup plus développée et surtout beaucoup plus orientée résultat. Il y a une question France-Maroc aussi. Ouais. Est-ce qu'il y aura une concurrence ou pas? Est-ce qu'il y aura une alliance? Pour l'instant, ça n'a pas été très clair. Ce jeu-là, on voit la France qui accélère la cadence, qui crée notamment des agences de promotion pour les entreprises françaises ici en Afrique. C'est de bonne guerre. C'est-à-dire que effectivement, le Maroc aujourd'hui a gagné du terrain au niveau de l'Afrique et est devenu aujourd'hui le deuxième investisseur, sinon le premier investisseur dans un certain nombre de pays, premier investisseur étranger. Donc aujourd'hui, si cela est appuyé avec la présence d'un Jean-Louis Borloo ou d'un Dominique de Villepin, que ce soit dans l'économie ou les affaires étrangères ou autres, ou les relations avec les relations étrangères, ça ne peut être qu'un bon élément positif parce que les deux sont connus par leur, je dirais pas proximité, mais au moins leur connaissance de tous les dossiers en relation avec le Maroc, le positionnement du Maroc et ses relations avec l'Afrique. Et donc, je pense qu'une collaboration mutuelle ne peut être que bénéfique pour les deux parties. Aziz Saïdi, le changement, c'est maintenant? Le changement, c'est maintenant peut-être, mais en tout cas, pour revenir au fameux point 6 dans le programme de Macron, on est en train de, justement, on voit qu'il y a un changement de temps, qu'il y a un changement de perspective dans cette relation, et on parle surtout de collaboration aussi avec la société civile. C'est chose qui n'existait pas avant. Il y a eu le déclic Macron, peut-être je finis sur ça, parce que quand Macron naissait, certains, beaucoup de chefs d'État africains accédaient au pouvoir, Macron n'était qu'un petit enfant, donc il y a un déclic générationnel. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont jeunes en Afrique et qui veulent prendre maintenant Macron en exemple. Merci beaucoup, messieurs. Aziz Saïdi, rédacteur en chef de la Tribune Afrique, Khalid Badou, acteur de la société civile, spécialiste en communication. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée.